Très bien, donc bienvenue à tous et toutes. Nous venons de finir notre tour de table et donc nous sommes réunis aujourd'hui pour pouvoir parler de la dotation d'action territoriale avec nos amis de Break Poverty qui sont déjà présents dans d'autres régions de France mais pas encore en Occitanie. Et donc il s'agit d'une première présentation dans le cadre du pacte local des solidarités qui peut être une première occasion, mais il y en aura d'autres bien entendu, pour voir si effectivement des envies se présentent pour pouvoir lancer des actions d'égalité des chances. Et donc, sans plus attendre, je vous donne la parole et je vous laisse présenter votre PowerPoint à l'issue duquel nous aurons des échanges avec les participants. Tout à fait. Un grand merci, Monsieur Pélisson, de nous donner cette opportunité de présenter la DAT auprès de vous aujourd'hui. J'ai effectivement partagé mon écran, ça y est, j'ai bien reçu les droits. Vous me direz si vous voyez bien le support s'afficher. C'est parfait, on le voit. Super. Bon, écoutez, à partir de maintenant, je ne vous vois plus, donc n'hésitez pas à faire signe sur le chat et à poser directement vos questions aussi sur le chat. Voilà, ça nous permettra de les prendre à la fin et en général, on a des questions qu'on déroule un peu au fur et à mesure du support. Effectivement, pour vous présenter un tout petit peu déjà Break Poverty et ce sur quoi on travaille, vous dire que Break Poverty, on est une structure assez récente finalement. On a été créé en 2017 par notamment notre président, Monsieur Denis Metzger, qui a un profil plutôt privé, qui vient plutôt du monde de la finance, mais qui a toujours eu des actions dans le domaine social. Il a notamment participé à la co-création d'Action contre la faim dans les années 80. Après cette expérience chez Action contre la faim, il a souhaité créer sa propre structure Break Poverty. Pour faire quoi? Eh bien, pour travailler sur un sujet en particulier qui est la prévention de la pauvreté des jeunes. Donc là, je vous ai remis quelques données. Je pense que, voilà, vu vos professions et vos structures, vous connaissez déjà ces données, mais c'est important de les revoir. En France, en fait, les jeunes sont les premières victimes de la pauvreté. En France, on a un enfant sur cinq et un jeune sur quatre qui vit sous le seuil de pauvreté monétaire. Donc c'est une situation assez grave. Avec Monsieur Pélisson, on a pris le choix aussi de vous rajouter quelques données sur l'Occitanie pour vous montrer un peu que la situation sur votre territoire est aussi assez préoccupante. En Occitanie, on a 25% des enfants qui vivent sous seuil de pauvreté et 27% des jeunes. Ici, je vous ai mis aussi quelques données pour illustrer sur les grands centres urbains. On a quand même des taux de pauvreté chez les enfants de moins de 11 ans qui sont assez importants. Là, je vous cite par exemple à Béziers, on a 52% des enfants de moins de 11 ans qui vivent sous seuil de pauvreté. Donc cette situation est importante d'une façon, on va dire, quantitative. Beaucoup de jeunes qui sont pauvres, mais ça a en plus des conséquences durables et dès le plus jeune âge. Et c'est un peu l'objet de Break Poverty, c'est de travailler en fait sur l'ensemble de l'âge des jeunes et donc dès la petite enfance, puisqu'en fait la pauvreté monétaire va avoir pour conséquence déjà un retard de développement qui va se créer chez les enfants de 0 à 3 ans qui sont issus de familles défavorisées. Dès le plus jeune âge, à l'entrée en maternelle, eh bien, on a une différence de l'ordre de 500 mots de maîtrise entre un enfant de milieu favorisé et un enfant de milieu défavorisé. Par la suite, malheureusement, au niveau de l'école, on voit que les écarts ne parviennent pas à se résorber, ils ont même plutôt tendance à s'accroître. Et enfin, au niveau insertion professionnelle, eh bien, ce dernier rempart contre la pauvreté, eh bien, on arrive avec des jeunes qui finalement vont peiner à s'insérer sur le marché de l'emploi et qui vont être aussi dans des situations d'emploi moins stables que des jeunes issus de milieux favorisés ou de classe moyenne. Donc, c'est un peu ce constat qu'on fait chez Break Poverty qui nous pousse à vouloir travailler notamment sur la prévention de cette pauvreté avec des programmes qui vont travailler en amont et à tous les âges des jeunes. Pour vous en dire un tout petit peu plus sur la façon dont on travaille sur ces sujets chez Break Poverty, on a une volonté d'avoir en fait un impact qu'on dit systémique sur la société. Tout d'abord, on part bien sûr d'un besoin social. On fait de la recherche sur ce sujet, donc on publie aussi pour information des études. On a restitué par exemple il y a quelques semaines une étude sur les inégalités dès le plus jeune âge qu'on pourra vous transmettre si c'est un sujet qui vous intéresse. On passe ensuite sous un mode d'expérimentation pour voir si ce programme fonctionne sur différentes géographies ou différents contextes. Ensuite, on fait un passage à l'échelle de ce programme. Et enfin, l'objectif final, c'est aussi d'avoir du plaidoyer, par exemple, influencer le cadre de la loi sur un sujet en particulier pour aider les jeunes. Donc voilà en résumé la façon dont on travaille sur ces sujets. Et on travaille sur ces sujets en fait avec trois axes d'intervention prioritaires que je vous ai un peu dessinés juste avant. Le soutien à la petite enfance, la lutte contre le décrochage scolaire et l'accès au premier emploi. Et c'est notamment le cas dans la dotation d'action territoriale, qui est un programme qu'on a créé donc il y a quelques années et qu'on essaie maintenant sur une quarantaine de territoires. Et je vais laisser Julie vous en dire un petit peu plus sur la dotation d'action territoriale. Oula. Merci Anne-Claire.
Donc, comme Anne-Claire vous le disait, la dotation d'action territoriale, DAT pour aller vite, est un peu notre programme phare de lutte contre la pauvreté des jeunes. Et c'est un programme qui a une méthodologie très cadrée qui se déroule en 4 phases. Donc, la première phase de mise en place de la démarche sur un territoire, c'est de faire un diagnostic territorial des besoins de la jeunesse. Donc, pour cela, on va collecter des données quantitatives qui sont d'ores et déjà disponibles à travers les chiffres de l'INSEE, mais parfois aussi on a des diagnostics qui ont déjà été faits par les cités éducatives, par la CAF. Donc on va venir collecter et agréger toutes ces données et ensuite on va venir les qualifier en réalisant des entretiens avec des acteurs majeurs de l'action sociale sur le territoire. Et donc l'objectif de ces entretiens, c'est de venir comprendre ces données, de voir leurs évolutions aussi dans le temps. Et c'est vraiment de venir cerner les manquements sur un territoire, puisque nous, notre objectif, ça va être d'agir sur ce qu'on dit communément les trous dans la raquette. Donc voilà, une fois que ce diagnostic est finalisé, on va le présenter, on va en tirer des axes d'action prioritaires. Et ensuite, on va passer en phase 2. Donc, c'est la phase d'identification des projets associatifs. Et en fait, donc, on va soit faire du sourcing auprès d'associations qui sont déjà sur le terrain, ou alors on va lancer un appel à manifestation d'intérêt et on va venir sélectionner ces projets associatifs qui vont répondre à ces axes prioritaires, à ces manquements sur le territoire. Et donc, on va les sélectionner sur 4 critères. Donc, la pertinence, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, ça répond aux besoins identifiés. L'impact, donc c'est la capacité du programme, du projet associatif à avoir un impact sur la jeunesse. La capacité à changer d'échelle, puisque la dotation d'action territoriale, ce qu'on propose, c'est de financer du plus ou du mieux. Donc, c'est d'augmenter l'impact de ces associations sur le territoire. Et enfin, c'est la complémentarité, puisqu'on va pas souhaiter amener un projet associatif sur le territoire qui viendra en compétition avec quelque chose qui existe déjà et qui est bien fait. Et surtout, dans la promotion DAT, on veut que les associations soient complémentaires, qu'elles ne rentrent pas en compétition. Et c'est aussi dans une logique de parcours bénéficiaire, qu'on ait vraiment des actions qui soient en miroir et qui se parlent entre elles. Une fois qu'on a identifié ces associations, on va rentrer dans la phase de mobilisation des entreprises. Donc, la phase de mobilisation des entreprises, c'est un peu le cœur de la DAT, puisque c'est un programme avant tout de mécénat social d'entreprise. Donc, on va chercher à impliquer les entreprises dans cette thématique, et c'est en obtenant des financements auprès des entreprises locales qu'on va pouvoir financer ce fameux passage à l'échelle dont je vous parlais. Alors, le mécénat social, c'est avant tout financier, c'est la clé d'entrée, mais aussi on va aussi chercher à créer du lien entre les associations et les entreprises, qui peut passer par du mécénat de compétences, la mise à disposition de collaborateurs via du bénévolat, de la mise à disposition de locaux, puisque le but, en fait, c'est aussi de changer la nature des rapports entre le monde associatif et le monde de l'entreprise. Et je reviendrai un peu sur la timeline après. Là, je vous décris les phases et ensuite, je parlerai de la timeline. Et ensuite, on va rentrer dans le suivi de l'avancement des projets. Donc, une fois que les projets sont financés, on va pouvoir les lancer. Et on va rentrer dans une phase de dialogue assez soutenue entre le porteur de projet DAT, les entreprises et les associations, puisqu'on va accompagner les associations dans le suivi de leur plan d'action. Donc, on va les accompagner dans le fait qu'elles puissent atteindre les objectifs. Et ensuite, on va faire du reporting auprès des entreprises mécènes et des partenaires institutionnels et publics pour venir communiquer sur ce que le projet parvient à atteindre sur le territoire. Donc, ça va être le nombre de jeunes accompagnés, le taux de sortie positive, par exemple, quand on fait de l'insertion professionnelle. Donc, voilà, on a des indicateurs très précis qui nous permettent de communiquer plus largement auprès des partenaires sur les avancées du projet. Alors, comme vous le voyez, il y a des durées en dessous de chaque phase. Donc, on a une première partie de la DAT qui est une partie d'études. Donc, ce sont les 3 premières phases et qui va prendre à peu près 1 an. Donc, vous allez prendre 2 à 3 mois pour faire le diagnostic, 2 à 3 mois pour identifier les associations. Et ensuite, on rentre dans la phase de mobilisation qui est un peu plus longue, de 6 à 9 mois. Et ensuite, quand on rentre dans le suivi des projets, c'est sur 3 ans. Donc, vous avez une démarche qui prend 4 ans en tout.
Et ces phases sont toutes un petit peu glissantes. C'est-à-dire que finalement, vous n'allez pas forcément attendre d'avoir votre diagnostic pour commencer à sourcer les associations. De la même manière que pour la mobilisation des entreprises, vous pouvez l'anticiper pendant les 2 premières phases de la DAT. Et c'est aussi une phase qui va être glissante puisqu'on essaye d'obtenir des financements sur 3 ans, donc pluriannuels auprès des entreprises mécènes. Mais parfois, ce n'est pas toujours possible. On peut avoir des clauses de modularité et le fait que des entreprises ne puissent pas nous suivre sur les 3 ans. Donc, la mobilisation des entreprises, c'est une phase qui dure tout au long en fait, de la vie de la DAT, qui se poursuit de manière un peu plus légère sur la phase de suivi. Donc voilà, si je résume, on a 1 an d'études, les 3 premières phases, et ensuite 3 ans de suivi des projets associatifs. Merci Julie. Donc vous l'avez compris, en fait, l'objectif de cette démarche, c'est de donner des capacités d'action supplémentaires aux associations grâce à la démocratisation du mécénat social des entreprises dans les territoires. En synthèse. Ici, pour vous montrer un petit peu la carte des territoires sur lesquels des DAT sont en cours. Donc, vous voyez qu'on a une quarantaine de territoires. J'allais dire un peu partout en France, mais vous l'avez compris, pas forcément partout en France, effectivement, puisque actuellement, nous n'avons pas de territoire en Occitanie. On avait eu des échanges pour information avec différents territoires qui remontent parfois à plusieurs années. Mais pour vous citer, on a pu échanger avec Montpellier, avec Nîmes, avec Narbonne. Donc, c'est des territoires où ça n'a pas abouti. Alors, ça peut ne pas aboutir pour un grand nombre de raisons. Mais en tout cas, nous, on est toujours ouvert, évidemment, à pouvoir développer une ou plusieurs DAT sur votre territoire. À noter aussi que tous les territoires que vous voyez ici ne sont pas au même stade d'avancement, bien sûr. Julie vous l'a présenté. On a des phases de diagnostic, sélection de projet. Et donc ici, vous avez à la fois des territoires qui ont déjà fait les 3 ans d'accompagnement. Je pense par exemple à Bordeaux, à Nantes, à Béthune et à Romans. Et des territoires qui sont encore au stade de cadrage du démarrage. Donc ici, ça reflète vraiment des réalités très, très diverses selon les territoires concernés. Voilà pour cette petite carte. On voulait vous donner aussi un peu la preuve de ce programme, puisqu'on fait réaliser donc, on est actuellement en train de lancer notre 3e phase d'évaluation d'impact de la démarche, qui est réalisée par un cabinet indépendant en évaluation d'impact social qui est Coreis, et qui nous permet en fait de voir des effets sur 3 cibles de la DAT. D'une part, les enfants et les jeunes, les associations et les entreprises. Du point de vue des jeunes, cette évaluation d'impact nous permet de voir qu'on va accompagner en moyenne 2500 bénéficiaires par territoire. Donc bien sûr, selon la taille du territoire qui est concerné, vous avez vu tout à l'heure, on peut avoir du Bordeaux comme on peut avoir Albert dans la Somme, dans les Hauts-de-France. On a vraiment des territoires de taille très différente, donc ça peut aller de 1000 à 10 000 jeunes selon la taille du territoire. D'un point de vue plus qualitatif, on a plus de 75% des jeunes qui ont été accompagnés dans le cadre de la DAT qui sont décrits comme étant en évolution positive à la suite de leur accompagnement. Du point de vue des associations, notre objectif, je vous le disais, c'est de leur donner des capacités d'action supplémentaires. L'évaluation d'impact nous permet de constater que c'est bien le cas. On va accompagner en moyenne 6 à 7 associations par territoire qui vont pouvoir collecter environ 75 000 € sur 3 ans. Donc ces 75 000 €, selon la taille des associations, effectivement, soit ça leur fait un projet entier, soit pour des énormes associations nationales, ça va être en cofinancement avec d'autres financeurs qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Du point de vue qualitatif, on a plus de 80% d'entre elles qui nous disent que la DAT leur a permis de changer d'échelle et 70% qui nous disent que ça leur a permis d'améliorer leur accompagnement. Du point de vue des entreprises, notre objectif, c'est bien sûr de démocratiser le mécénat social des entreprises dans les territoires. Une DAT, ça va représenter environ 450 000 € levés par territoire sur 3 ans, grâce à environ 14 entreprises par territoire. À noter qu'on a près de 80% des montants collectés qui viennent des TPE, PME et ETI. Donc c'est aussi un de nos objectifs, c'est d'aller chercher justement ces entreprises qui ne font pas forcément du mécénat social d'habitude et qui, grâce à la DAT, grâce à la notion de proximité du côté local, vont se dire, c'est le moment de se lancer. On a par exemple des entreprises qui nous disent dans les questionnaires d'évaluation d'impact que la DAT, c'est vraiment ce tiers de confiance qui leur source les projets en direct, qui leur permet d'être sûr qu'on est sur des bonnes associations, qui garantit d'avoir des résultats aussi. Donc c'est l'objectif de cette démarche, c'est de rassurer ces chefs d'entreprise qui d'habitude ne donnent pas ou donnent peu ou qui ont été déçus par le passé. On est actuellement en moyenne à 10 000 € de dons moyens par entreprise, avec pareil des variables des échelles très différentes. On peut avoir des dons de 500 € comme des dons de 50 000 € pour des grosses fondations, par exemple.
Et un petit point sur l'effet de levier aussi qu'on va réaffiner cette année, mais c'était notre première tentative de calcul qui nous permet de voir que pour 1 euro investi dans la DAT, on va pouvoir lever 6 euros. Ce 1 euro, il est composé à la fois de ce que nous, on estime mettre en temps RH du côté Break Poverty, et aussi du référent DAT dont on va vous parler juste après, qui est chargé d'animer la démarche au niveau local. Ici, on vous propose, Julie, je te propose d'illustrer un petit peu ces exemples de projets sur Romans-sur-Isère. Oui, bien sûr. Donc, comme vous l'a dit Anne-Claire en début de présentation, on travaille sur 3 axes de prévention de la pauvreté des jeunes qui sont la petite enfance, l'aide à la parentalité, le décrochage scolaire et l'insertion professionnelle. Et donc, dans le cadre des DAT, on va toujours être attaché à avoir au moins un projet associatif dans chaque axe de prévention. Donc là, on vous a mis des exemples sur une des premières DAT expérimentales qui s'est très bien déroulée sur Romans-sur-Isère. On va avoir des projets donc d'accompagnement des parents, par exemple avec des épiceries sociales et solidaires qui vont être mises en place. C'est aussi des lieux où on va pouvoir faire se rencontrer des parents entre pairs et générer le dialogue et un peu éviter l'isolement. Ensuite, sur le décrochage scolaire, qui est généralement un axe très fort de la DAT, où on a beaucoup de projets associatifs, on va avoir des ateliers, par exemple, d'apprentissage de la lecture avec l'association Coup de pouce, qui est présente vraiment au niveau national, qui a plusieurs antennes régionales. On peut avoir aussi plusieurs associations qui proposent des ateliers de soutien scolaire. On va avoir beaucoup d'associations qui font du mentorat. Et ensuite, sur le champ de l'insertion professionnelle, on va avoir beaucoup d'ateliers de formation. Donc, par exemple, avec la Digital Academy, ça permet sur des territoires qui sont un peu plus éloignés des pôles universitaires de proposer des formations à distance aux jeunes du territoire. Et on peut avoir des associations qui travaillent, par exemple, sur la formation très spécifique à des métiers en tension. Par exemple, avec les plombiers du numérique, c'est la formation au métier de la fibre. Donc voilà, et là, vous avez un petit peu les résultats qu'on a obtenus pour ces associations de la DAT de Romans, avec le nombre de bénéficiaires qu'on a pu accompagner sur 3 ans. Et le fameux indicateur 2, qui est globalement un indicateur de performance, de satisfaction, qui vous montre en fait qu'on a des résultats très, très positifs auprès des bénéficiaires. Et vous voyez un peu les montants de levée de fonds. Donc là, on était sur une grosse DAT avec beaucoup de moyens mis derrière, avec la collectivité très impliquée. Donc, on a pu atteindre des montants très élevés pour les associations par an. Tout à fait, Julie, ça me permet de rajouter un tout petit point qui est qu'en fonction de la situation des territoires sur lesquels on essaime la DAT, on a parfois des territoires qui sont très très denses en termes de tissu associatif et qui donc ont tout ce qu'il faut pour répondre à l'AMI et donc sur lesquels les besoins sont globalement plutôt bien couverts au niveau de la jeunesse. Et on a parfois des territoires où les associations sont moins présentes. Et donc dans ces cas-là, nous on a la capacité, puisque maintenant on a noué, vous en doutez, un réseau d'associations au niveau local, national, on a la capacité de vous mettre en lien avec des associations qui pourraient répondre à un besoin qui n'est pas couvert sur votre territoire. C'est ce qu'on appelle faire de l'essaimage d'associations. Et dans ces cas-là, si vous identifiez un besoin, nous on se dit, écoutez, nous on connaît telle et telle association qui peut-être serait intéressée de venir intervenir sur votre territoire et on peut faire cette mise en lien. Je te laisse poursuivre, Julie, avec la partie comment implanter la DAT sur votre territoire. Voilà, donc on vous a présenté la méthodologie par phase et voilà, maintenant on rentre de comment on démarre une DAT. Donc la première chose, c'est qu'on a un référent DAT par territoire. Donc c'est vraiment une personne qui est ancrée localement et qui va venir porter cette démarche avec notre accompagnement. Et donc la mission du référent ou de la référente DAT, c'est de venir établir le diagnostic, de sélectionner les projets associatifs, de mobiliser les entreprises et ensuite de réaliser le suivi et l'évaluation d'impact. Donc, ce qu'on demande en fait sur les 3 premières phases de la DAT, c'est une personne qui puisse être mobilisée à mi-temps. Donc, c'est un demi-ETP. C'est ce qu'on a calibré par rapport à notre retour d'expérience et ce qu'on est en train de vivre avec nos 40 territoires. Donc, pendant cette première année d'études, on a besoin d'une personne ancrée sur le territoire qui soit disponible à mi-temps. Et ensuite, quand on passe dans le lancement des projets et le suivi sur 3 ans, on passe plutôt à un quart temps, puisque la démarche est un peu moins lourde, comme on vous l'a dit, donc c'est du suivi, c'est de l'animation de la communauté, un petit peu de levée de fonds, mais voilà, on a une charge de travail qui est quand même diminuée.
Et donc, ce référent DAT peut être issu d'une collectivité, donc comme vous l'êtes toutes et tous. Ça peut être une commune, ça peut être une communauté d'agglomération. C'est le cas notamment sur un territoire que j'accompagne qui est l'Étang Sud-Essonne, parfois d'un département. Mais ça peut être aussi d'autres structures que vous identifiez sur le territoire comme pertinentes pour devenir référente DAT. Et donc, on a notamment plusieurs fondations territoriales. C'est le cas à Bordeaux. On a aussi une fondation qui nous accompagne à Orléans. On peut avoir des fonds de dotation territoriaux. Donc voilà, ça peut être des partenaires assez pertinents puisqu'ils ont cette logique, encore une fois, de faire parler tous ces secteurs et de faire de la levée de fonds. Ça peut être aussi une structure associative, telle qu'une mission locale ou une maison de l'emploi. C'est le cas à Montbéliard et à Nancy. Et ensuite, ça peut être tout type de structure de l'ESS. Par exemple, à Lorient, on a la structure qui porte la démarche ESS de la région au niveau local. Et on a d'autres structures telles que la Maison de l'Apprendre à Vaux-en-Velin. Donc voilà, ça peut être soit porté par vous, soit par une structure que vous identifiez sur votre territoire. Alors, concrètement, quand on parle d'identifier un référent DAT, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a déjà le premier critère de temps. Voilà, si vous êtes d'avoir une personne qui soit dédiée à mi-temps, qui ait vraiment cette capacité à dédier ce temps sur la démarche, donc issue d'une structure, voilà, comme je vous l'ai présenté. Ensuite, on peut se dire que ce n'est pas forcément la même personne sur toute la durée de la DAT. On peut identifier deux personnes différentes selon leurs appétences et leurs compétences. On peut avoir une personne, par exemple, qui fait tout ce qui est diagnostic et sélection de projet, donc qui est très à l'aise avec les partenaires sociaux, éducatifs et autres. Et ensuite, une personne qui va être plus à l'aise sur la prospection vers les entreprises, qui a une grande connaissance du tissu économique. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir la même personne sur les 4 ans. Le financement du poste, qui est un petit peu aussi le nerf de la guerre, hein, ce poste mi-temps doit être financé. Ça peut être issu soit des fonds de la collectivité, donc une personne qui est déjà salariée de la collectivité à qui on dédie ce projet. Vous avez aussi le fonds de développement de la vie associative qui peut être mobilisé, et ensuite tout type de fonds départementaux ou régionaux. Et à savoir que notre accompagnement, donc l'accompagnement par l'Institut Break Poverty, se fait absolument à 100% à titre gratuit. Et notamment parce que nous sommes accompagnés par le Pacte des solidarités au niveau national. Donc, nous avons nos propres financements qui nous permettent de faire cet accompagnement de manière complètement pro bono. Donc ça, c'est la première partie, identifier cette fameuse personne. Ensuite, vous allez choisir le périmètre de la DAT, donc c'est un peu ce qu'on appelle la phase de cadrage. Vous allez choisir en fait l'échelle territoriale à laquelle vous souhaitez agir. Donc ça peut être à l'échelle d'un quartier prioritaire, enfin, d'un quartier ou d'un QPV. Ensuite, ça peut être à l'échelle d'une ville et ça peut être aussi à l'échelle d'une agglomération ou d'un bassin d'emploi. Donc, nous, sur nos 40 territoires qu'on accompagne, on a vraiment toutes les modalités d'action. Donc, c'est vraiment un dialogue et nous, on peut vous accompagner aussi dans cette démarche de choisir ce qui est le plus pertinent pour vous, où les besoins sont identifiés. Et ce qui est évidemment, vous l'aurez compris, très important dans la DAT, c'est d'avoir quand même un tissu d'entreprise qui est dynamique, puisque si on a très peu d'entreprises qui se portent bien, on va avoir de grandes difficultés à faire une levée de fonds qui soit suffisante pour venir financer les projets associatifs. Et un autre paramètre qui rentre un petit peu plus tard en compte, mais c'est que dans la sélection des associations, on peut tout à fait se dire qu'on va de 4 assos à 14 assos, comme on peut l'avoir, nous, actuellement. On a des métropoles qui décident de choisir 14 associations parce qu'elles ont une capacité de levée de fonds qui est immense. Et puis, sur des territoires, des périmètres qui sont plus resserrés, on peut avoir de 4 à 7 associations. Donc, c'est aussi un facteur de dimensionnement de votre DAT. Et ensuite, vous allez mettre en place la gouvernance parce qu'en effet, le but, c'est pas pour la référente DAT d'être isolée seule dans cette démarche, c'est une démarche d'alliance, une démarche collective. Et donc, on va mobiliser un comité de pilotage autour de cette démarche avec chaque représentant des parties prenantes, donc de l'État, des collectivités, des entreprises locales, et qui va venir piloter cette démarche et accompagner chaque passage de phase en venant de valider le diagnostic, en venant valider les sélections des associations, et ensuite en accompagnant sur
la mobilisation des entreprises. Voilà pour cette phase de cadrage. Alors, nous, ce qu'on vous propose chez Break Poverty, c'est de vous accompagner évidemment dans le déploiement de cette démarche. Et cet accompagnement passe par 3 briques. Donc, on a tout d'abord des formations collectives. Donc, c'est des formations d'une demi-journée par phase de la DAT, où on va venir vous présenter bien plus en détail qu'aujourd'hui les enjeux de cette phase et surtout comment on la réalise. On aime faire des formations collectives parce que ça génère du dialogue en fait entre les référents et référentes DAT. Et voilà, c'est un principe aussi d'intelligence collective, de pouvoir dialoguer, de pouvoir s'exprimer sur ses interrogations, sur ses craintes. Et voilà, nous, on vient y répondre de manière collective. Ensuite, on va vous mettre à disposition toute une série d'outils clés en main qui ont été conçus et expérimentés sur toutes nos DAT. Donc, c'est des outils qui évoluent aussi avec les retours qu'on a des territoires et qui sont designés pour chaque phase de la DAT. Donc, par exemple, pour la phase de diagnostic, on va vous mettre à disposition une grille d'entretien avec des premières questions que vous pouvez poser à vos acteurs sociaux du territoire. On va avoir des grilles d'évaluation des projets associatifs pour que ça soit quand même une sélection qui soit cadrée. On a aussi des fichiers de prospection qui vous accompagnent dans la mobilisation des entreprises. Et on a surtout des fichiers de suivi avec des indicateurs choisis pour le reporting des projets des associations. Et ensuite, on va vous proposer aussi de faire partie de la communauté des référents DAT que nous animons donc, tout au long de l'année. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, la communauté des référents DAT? Déjà, c'est qu'on va vous mettre à disposition une forme de hotline bimensuelle où vous pourrez nous contacter de manière collective, encore une fois, et où on pourra répondre, encore une fois, à vos questions tout au long du déploiement de la démarche. C'est aussi une occasion pour vous, nous, on invitera des référents DAT qui sont déjà impliqués dans la démarche et qui sont dans des DAT très avancés et qui pourront aussi venir répondre à vos interrogations, toujours dans ce principe de retour d'expérience et d'intelligence collective. Et puis aussi, nous, dans le cadre de la communauté des DAT, on va venir organiser des petits déjeuners DAT, environ tous les 2 mois, où ce sont en fait des événements un peu plus informels, où vous pouvez venir dialoguer sans avoir forcément une thématique spécifique en tête, avec d'autres référents du territoire. On va aussi organiser des formations ad hoc sur des sujets très spécifiques de la pauvreté, puisque comme Anne-Claire vous le disait, nous, on a aussi un pôle études et innovation qui vient nourrir notre démarche. Et nous, le but, c'est vraiment que ces informations, cette intelligence puisse transiter sur les territoires. Merci beaucoup, Julie. Je vous propose juste les prochaines étapes. Alors, on a designé ça pour vous que vous puissiez un peu vous organiser et voir comment ça peut se passer sur votre territoire. On passera juste après aux questions, bien sûr. L'idée, c'est qu'on s'est donné un peu un calendrier d'ici la fin de l'année qui soit, de notre point de vue, assez actionnable pour vous. Et Monsieur Pélisson en parlait, qui semble assez calé avec l'AMI qui est en cours. Ce qu'on vous propose, c'est que si vous êtes intéressé par cette démarche et que vous avez envie de la mettre en place, eh bien de vérifier la possibilité de le faire, sur quel territoire, d'avoir identifié aussi un référent DAT qui puisse porter cette démarche et de nous informer de votre volonté de démarrer, soit par ce formulaire qu'on a mis en place, qui est sur le lien qui est cliquable et qui nous permettra de récupérer toutes vos informations, vos volontés de formation, les périodes qui vous intéresseraient le plus pour être formé. Et on vous a mis aussi nos contacts, bien sûr, à Julie et moi, si vous avez des questions complémentaires sur la démarche. On vous propose de faire toute cette partie-là jusqu'à octobre. Et nous, comme ça, on pourrait vous proposer des formations à partir du mois d'octobre et ce jusqu'à décembre pour vous former, pour vous donner tous les outils de la démarche DAT, de suivre toutes ces formations et que si jamais ce calendrier vous convient, vous puissiez démarrer votre diagnostic dès le début d'année 2025. Ici, on vous a mis nos contacts avec Julie si vous avez des questions complémentaires et je vais pouvoir arrêter de présenter mon écran et voir de nouveau vos visages pour éventuellement répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, la parole est à nos auditeurs. À vous de nous dire quelles sont vos questions. Ah, je vois qu'il y a une main levée. Madame Clara. Oui, je me lance. C'était juste pour savoir, parce que voilà, je suis dans le département de l'Hérault, donc au conseil départemental. Et effectivement, là, je
crois avoir vu qu'il n'y a qu'un seul territoire de représenter ce matin. Est-ce qu'on pourra avoir le support de façon à pouvoir peut-être transmettre aux EPCI concernés, voilà, quitte à les accompagner dans la compréhension du document et en tout cas qu'ils puissent avoir l'information et vos contacts. Absolument. Bah, écoutez, on va renvoyer cette version du support, bien sûr, à Monsieur Pélisson et à Madame Dias pour que vous puissiez la voir aussi. Vous pouvez bien sûr le transmettre à tous les EPCI qui pourraient être intéressés sur les territoires. Ne vous freinez pas, en tout cas, sur des critères en particulier dont on a pu vous parler pour l'instant. Ce qui compte aussi, c'est d'avoir des référents qui ont envie de porter la démarche. Donc, bien sûr, nous, on a calé quelques critères un peu tels que le fait d'avoir quand même quelques entreprises qui soient sur le territoire, un besoin au niveau de la pauvreté des jeunes également. Mais ce qui compte aussi beaucoup, et nous on le voit de nos retours d'expérience d'un peu tous les territoires, c'est des référents qui sont convaincus par la démarche et qui ont vraiment envie de l'animer. Donc voilà, ne vous restreignez pas sur la diffusion, c'est totalement ouvert, vous pouvez l'envoyer à beaucoup de personnes. D'accord, merci. Monsieur Avgi. Oui, oui, juste une question. Voilà, on voit que cette action est beaucoup dirigée vers les jeunes. Donc, du coup, comment vous travaillez justement avec, si c'est le cas, les missions locales jeunes ou l'union régionale ou nationale des missions locales jeunes? Effectivement, donc au niveau de l'UNML, c'est une structure avec qui on a déjà eu des échanges sur alors l'ADAT, qui est l'un de nos programmes. On a aussi d'autres programmes chez Break Poverty où ça a pu être intéressant. Après, les missions locales se gèrent de façon indépendante et choisissent les projets qu'elles ont envie de soutenir. On peut avoir des liens avec les ARML. On a eu beaucoup de liens, par exemple, avec l'ARML Île-de-France, qui nous a permis de faire des webinaires à destination des directeurs de missions locales, ce qui nous a permis d'avoir plusieurs territoires portés par des missions locales en Île-de-France. Et après, au niveau local, du point de vue des missions locales en elles-mêmes, eh bien déjà, on a plusieurs référents qui sont issus de missions locales ou de maisons de l'emploi, qui sont souvent accolés en termes de structure. Les missions locales sont des structures qui peuvent effectivement porter la démarche, mais ce sont aussi des structures qui peuvent proposer des projets dans le cadre des DAT, puisqu'elles ont souvent des projets à faire financer aussi, et elles sont beaucoup à la recherche de développer leurs fonds privés également. Donc, elles peuvent proposer un projet. Elles peuvent aussi faire partie des comités de pilotage quand elles sont bien investies sur le territoire et qu'elles ont envie de s'engager sur ce sujet. Elles y voient en général beaucoup l'intérêt du point de vue aussi de développer les relations avec les entreprises. Souvent, c'est un peu la DAT, c'est l'étape d'après. Elles ont l'habitude de proposer des jeunes dans des entreprises, mais la DAT, ça leur permet aussi de développer leurs liens pour aller aussi vers le financier. Donc, développer ce lien un peu mécénat. Et à côté de ça, les missions locales sont bien sûr des interlocuteurs qu'on interroge toujours dans le cadre du diagnostic du territoire, puisque bien sûr, ce sont des acteurs de référence sur l'insertion professionnelle des jeunes. Voilà, je ne sais pas si Julie, tu veux rajouter quelque chose, mais en tout cas, on a de multiples liens avec ces acteurs phares de l'insertion professionnelle des jeunes. Oui, non, tu as vraiment tout couvert. Il y a une multiplicité de partenariats à mettre en place avec les missions locales. J'en profite parce que je suis de retour, j'avais été déconnecté, je pense que la bande passante m'a éjecté. Et donc, je voulais dire qu'on a enregistré depuis le début ce webinaire, donc on va pouvoir le mettre en ligne, ce qui fait que à la fois les personnes qui sont arrivées en retard ou celles qui souhaiteraient réécouter pour mieux comprendre tout ce qui a été dit, voire qui n'ont pas pu participer, pourront naturellement écouter. Voilà. Comme je reprends en route, je ne veux pas rompre les échanges et donc je vous laisse la parole, bien entendu. Il n'y a pas de problème, on essaie de voir s'il y avait des questions complémentaires. Donc, on a une question sur les missions locales, une question sur la diffusion du support après cette réunion. Est-ce que j'ai bien répondu sur votre question sur les missions locales? Pardon. Oui, oui, merci beaucoup. Non, c'est important parce que, par exemple, dans le cadre de la contractualisation, parce qu'on parle aussi du pacte local du pacte local des solidarités, en tout cas la contractualisation des solidarités, on a des actions portées par le département et cofinancées par l'État, avec les missions locales jeunes et notamment celles sur l'ouest d'Oie, sur Carcassonne et ses alentours. Et c'est vrai que c'est important qu'on puisse avoir des projets, notamment avec du mécénat, comme vous le proposez, voilà, pour atteindre ces publics. Et c'est un enjeu, voilà, je pense que dans tous les départements, c'est un enjeu de pouvoir lutter justement contre l'exclusion, en tout cas pour favoriser l'insertion des jeunes qui sont les plus touchés, comme vous l'avez aussi souligné, par les problématiques de pauvreté ou en tout cas d'exclusion. Oui, tout à fait. Donc, les missions locales, on le précisait, peuvent tout à fait proposer
un projet dans le cadre des DAT. On peut préciser effectivement, hein, on a dans l'introduction, vous avez rappelé la pauvreté des jeunes, mais on peut rappeler aussi le taux de décrochage scolaire qui est très important en Occitanie et les NEET, hein, les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école, qui sont 132 000 en Occitanie. Et donc, nous avons des taux de décrochage très importants. On a un taux d'illettrisme des jeunes qui est de 8%, qui augmente, qui a augmenté de 2%, de 2 points donc, depuis une dizaine d'années. Donc, effectivement, votre action est tout à fait pertinente et on serait très heureux de pouvoir vous accueillir dans un premier site. Nous aussi, ce que je précisais aussi, c'est que voilà, ce support qu'on va transmettre peut être envoyé de façon assez large. Voilà, faut pas se restreindre. Il y a plein de PCI, petite taille, grande taille, peu importe, des villes, etc., qui peuvent être intéressés, qui peuvent se dire, tiens, mais je vais en parler à ma communauté d'agglo, parce que moi tout seul, peut-être, je me sens pas de le porter, mais au niveau de l'agglo, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant et je sais que telle mère ou telle mère seront motivés pour le faire ensemble. Voilà, c'est des choses qu'on peut imaginer. Le financement du poste de référent, il pourrait être cofinancé par plusieurs collectivités. On a des démarches qui sont portées sur, je prends l'exemple de Entre Bièvre et Rhône, qui est un EPCI du côté de Lyon, où la démarche profite en fait à plusieurs villes. En fait, le but c'est de profiter à toute l'agglo. Et donc dans notre sélection des projets, on va faire attention à ce qu'il y ait des associations qui profitent bien sûr aux jeunes des différentes villes sur le territoire. Oui, oui, absolument. Alors, d'une part, moi, j'ai la chance d'avoir 12 000 abonnés sur LinkedIn, donc on va pouvoir diffuser cet enregistrement. Et puis, avec Inès, on va envoyer également à tous les EPCI qui n'ont pas pu participer à notre webinaire le document que vous avez présenté tout à l'heure, le PowerPoint, et on leur mettra le lien vers le webinaire pour qu'ils puissent effectivement le consulter. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes qui assistent ou est-ce qu'on peut conclure? Laurence Coulon, allez-y Laurence. Oui, tout à l'heure, sur la petite enfance, vous avez présenté une action sur une collectivité territoriale liée à la lutte contre la précarité alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples d'actions pour le public petite enfance, pour les 0-3 ans par exemple? Ouais, bien sûr, on va avoir des associations, par exemple, qui vont travailler sur la lecture, je pense. Alors, pas le fait de faire lire les 0-3 ans, parce que c'est un peu jeune, mais en tout cas de les sensibiliser. Et donc, on va avoir des programmes, par exemple, qui vont aller encourager les parents à lire des histoires avec leurs enfants. Donc, je pense à Lis avec moi, qui est à Montbéliard, si je ne me trompe pas, où justement, eh bien, l'objectif, ça va être de montrer aux parents, en fait, comment on fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui ne lisent pas des histoires à leurs enfants le soir, et on sait que ça a un impact sur la facilité d'apprentissage de la lecture, sur l'éveil de l'imagination aussi, et ça contribue aussi au lien de confiance et à la relation parent-enfant. Et donc, c'est une action parmi tant d'autres, bien sûr, la lecture. Il y a beaucoup d'autres choses au niveau de la parentalité, mais c'est un exemple effectivement de soutien à la petite enfance qu'on peut avoir. Je pense peut-être aussi à Dulala, que vous connaissez peut-être, c'est d'une langue à l'autre, qui est notamment présente sur différents territoires de France, mais on les a notamment soutenus à Bordeaux et actuellement sur l'Étang Sud-Essonne également, où là, ça va être pour objectif, en fait, chez les tout jeunes, mais d'aller former, en fait, les professionnels qui accueillent ces jeunes, donc centre de loisirs, crèche, école maternelle, et leur développer tout un kit qui permet, en fait, de valoriser l'autre langue, en fait. Donc, c'est super de parler français, mais en fait, il y a beaucoup de jeunes en France qui parlent d'autres langues à la maison et cette langue n'est pas valorisée. Donc, le but, c'est de leur dire, mais c'est génial de parler plusieurs langues, c'est important, et donc de leur montrer, en fait, que c'est une richesse d'avoir plusieurs langues. Donc, c'est un autre exemple d'action qu'on peut avoir sur les tout jeunes. Et après, on a aussi beaucoup d'actions sur les parents, bien sûr, en termes de soutien à la parentalité, qui vont sur des choses très concrètes, hein, comment on alimente bien un enfant. Mais il y a des familles qui n'ont pas forcément toutes ces bonnes règles en tête, et donc ça peut aller de là jusqu'à la communication non violente. Comment j'apprends à mon enfant qu'on ne fait pas ça, et de façon équilibrée pour la relation parent-enfant. Merci. On a effectivement de gros enjeux sur la parentalité, alors qui est à la fois une priorité de la lutte contre la pauvreté, mais qui est en même temps un enjeu très important ici en Occitanie. Et plus particulièrement, j'étais hier dans le Lot et je serai demain dans le Gard, autour de la monoparentalité. Par exemple, pour l'autre, puisque Firoz Afeji est présent, hein, l'autre fois, la CAF me présentait ses statistiques. Les familles monoparentales sont 25% des familles, mais quand on regarde
que quand on enlève les familles sans enfants, quand on enlève les ménages d'une seule personne, en fait, quand on prend les familles avec enfants, ça représente la moitié des familles. Parce que la notion de ménage, évidemment, c'est une unité de lieu et de vie. Ça ne dit rien de la composition des ménages. Donc, on a une explosion du nombre des familles monoparentales, alors surtout dans les quartiers de la politique de la ville, surtout dans l'habitat social, mais effectivement, c'est quelque chose qui est très important et qui donc, pour nous, est un public prioritaire, puisque 80% des séparations conjugales plongent les femmes dans la pauvreté, que par ailleurs, cette plongée dans la pauvreté plonge aussi les femmes qui ont des enfants jeunes au RSA parce que le cumul des différentes activités obligées portées par la femme seule ne leur permet pas d'avoir une activité professionnelle. Et quant aux autres, souvent, elles ont des emplois à temps partiel avec des horaires atypiques, ce qui pose des problèmes aussi, évidemment, de mode de garde. Et donc, on est en recherche de solutions de répit, on est en recherche de solutions plutôt de lieux d'accueil et d'écoute, d'accompagnement de la monoparentalité. Vous avez des actions, alors en général sur la parentalité, vous en avez cité là, ou sur la monoparentalité, où on peut imaginer développer ce type d'action. Le Lot, par exemple, était très intéressé hier à Cahors. Bah, c'est des actions qui pourraient totalement être soutenues dans le cadre d'une DAT. Là, par exemple, spécifiquement sur la monoparentalité, j'en ai pas. Si Julie, tu en as, n'hésite pas à m'interrompre. Vas-y. Ouais, c'est plutôt ce que j'allais souligner. En fait, oui, c'est de lutter contre cette forme d'isolement que peuvent vraiment subir ces femmes isolées. Et donc, on a beaucoup de lieux d'accueil. Alors là, c'est souvent porté par des maisons de quartier ou des centres sociaux. Donc, c'est ultra local, vraiment ancré dans la vie de quartier. Et là où ils vont créer des programmes, vraiment, c'est des lieux d'écoute, d'entraide aussi entre pairs, de se rendre compte que finalement, on n'est pas seul à vivre cette situation. Et c'est aussi beaucoup de médiation, de l'accompagnement, en effet, sur l'alimentation durable, sur toutes les formes aussi d'accompagnement pédagogique, mais avant tout, de ne plus se sentir isolé, d'être visible et de pouvoir parler à des mères qui vivent la même expérience, en fait. Tout à fait, comme des maisons des familles qu'on peut avoir aussi, vont être des lieux de répit aussi pour les femmes seules, qui peuvent venir avec ou sans leurs enfants, en fait, pour se dire, bon, je me pose un peu, voilà, là, vous le savez, le sujet de la charge mentale dont on parle beaucoup, mais pour les femmes seules, c'est colossal. Et la disponibilité mentale pour s'occuper de son enfant le soir quand on rentre de boulot, c'est très compliqué. Et donc, je vous propose de vous envoyer ce dont je vous parlais, notre dernière étude sur les inégalités des plus jeunes âges, comme vous êtes assez sensible à ces sujets petite enfance et parentalité, qui explore ces sujets et qui donne quelques pistes d'action aussi. Donc, je pense que ça peut vous intéresser un peu partout d'avoir un peu, voilà, quelques entrants sur ces sujets-là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions ? Je vais faire de la publicité. Je vais faire la publicité puisque vous avez eu la gentillesse effectivement de me l'envoyer. Je l'ai reçu avant-hier. Et donc, effectivement, c'est très important de pouvoir s'en emparer, de pouvoir vérifier nos connaissances, nous remettre en question parce qu'en effet, nos intuitions sur les inégalités du plus jeune âge sont parfois plus des convictions personnelles que véritablement éprouvées. Et donc, je recommande effectivement cette lecture. Est-ce que vous en avez un exemplaire PDF diffusable? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Je vais oui, vous ce serait bien parce que support, le PDF. Voilà, ouais, parce que nous, on est très modernes, on diffuse beaucoup. Et effectivement, je pense que ça peut beaucoup intéresser les partenaires. Très bien, bah, écoutez, il approche de midi. Est-ce qu'il y a une dernière question ou bien est-ce qu'on en arrête là? Écoutez, mesdames et messieurs et chers amis, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre participation. On vous tiendra au courant avec Inès, effectivement, de savoir si on a des retours, mais naturellement, les acteurs peuvent vous contacter directement pour vous poser toutes questions. Et donc, bien évidemment, ça vous permettra de pouvoir répondre. Hein. Nous ne sommes pas des intermédiaires obligés et je pense que toute prise de contact direct peut être la bienvenue. Et donc, merci encore et puis bonne journée à tous et à toutes et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.